Mesdames et messieurs, vous êtes sur Sur Magazine et aujourd'hui, nous avons ce privilège d'être avec Guy Kibira, qui est le chef des divisions de la jeunesse ici dans la province du Nord Kivu. Il y a une question en tout cas qui nous a tellement intéressés et nous avons trouvé que c'est important qu'il puisse nous faire part en tout cas de sa sagesse pour que lui qui a dans ses attributions en tout cas la jeunesse, que cette jeunesse puisse ne pas manquer en tout cas des repères. Je suis Moïse Komayombi, journaliste à Sur Site Magazine. CD Guy Kibira, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Nous sommes maintenant dans votre bureau de la division de la jeunesse pour une question bien spécifique, bien sûr. La jeunesse aujourd'hui, elle est dans une phase, surtout ceux-là qui sont nés dans les années 90 et 2000. Il y en a ceux-là qui aspirent à devenir des politiciens et d'autres aussi occuper d'autres postes de responsabilité. Alors, dans ce cadre-là, on a voulu savoir si vous estimez que cette jeunesse vraiment est capable, avant que nous ne puissions entrer dans la profondeur de notre sujet. Et pourquoi pas? La jeunesse ne peut pas manquer les capacités pour euh, se retrouver dans les institutions de prise de décision. Encore que nous sommes dans un contexte de la gouvernance non seulement démocratique, mais Ouais. aussi participative. Et cela étant, il y a plusieurs manières dont on peut participer à la gouvernance et donc à la prise de décision. On peut le faire de manière directe, comme on peut le faire de manière indirecte. On peut le faire en tant que structure ou organisation de la société civile en faisant des plaidoyers, mais des plaidoyers qui sont en amont, bien préparés, c'est-à-dire on doit faire les états des lieux d'une situation donnée ou des faits sociaux qui doivent motiver l'élaboration des cahiers de charges, n'est-ce pas? Et donc, c'est autant de possibilités qui disent noir sur blanc que les jeunes ont les capacités. Encore que notre constitution accorde la possibilité à tout Congolais de participer à la gestion de son pays. Ça, c'est déjà quelque chose qui est décidé par la loi des lois de notre pays, qui est la Constitution. Et donc, en plus, nous avons des instruments qui consacrent cette même capacité, entre autres, la Charte africaine sur la jeunesse, la politique nationale sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons même un autre instrument de haute facture qui est la résolution 2250, Résolution 2250. assortie de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Autant donc d'outils déjà sur le plan juridique et politique, stratégique, qui donnent la possibilité aux jeunes filles et garçons, et là je suis précis, puisqu'il ne faut pas croire que quand on parle de jeunes ici, on doit se limiter aux personnes de sexe masculin. Non, aujourd'hui nous sommes dans une logique de sensibilité au genre, c'est-à-dire nous devons donner la chance à tout le monde et de la même façon. On ne peut pas exclure quelqu'un pour des raisons liées au genre ou d'appartenance X ou Y. Voilà de manière globale ce que je peux donner comme réponse à ce sujet. Voilà. Avant, bien sûr, je suis en train de poser juste les bases pour que nous puissions entrer en profondeur. Aujourd'hui, on parle qu'il y a des boissons qui sont fortement alcoolisées et qui, selon les observations, peuvent être favorisées, bien sûr, la délinquance et que nous ne puissions pas vraiment avoir une jeunesse vraiment capable. Vous avez aussi fait ces constats? Bon, est-il que à côté de tout ce que je venais de vous étayer là, Oui. comme outil, comme instrument, justement pour justifier que les jeunes ont la capacité, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître qu'il y a également des situations qui étouffent les aspirations ou les ambitions des jeunes. Oui. À côté donc de ce que je venais de dire, les jeunes font face à plusieurs autres fléaux et défis. D'abord, il faut savoir que nous sommes un pays pauvre. Okay? Bien que nous avons des ressources, que ce soit du sol et du sous-sol, Ouais. ces ressources doivent
être transformé en richesse. Ouais. Et pour être transformé en richesse, c'est toute une chaîne de valeurs qu'il faut préparer Oui. pour donner de l'emploi à chaque étape aux jeunes. Ouais. Mais tant que ce n'est pas encore fait, reconnaissons alors que nous sommes pauvres parce que nous ne pouvons pas mordre sur le coltan et résoudre les problèmes de faim. Pour les problèmes de faim, il faut faire l'agriculture, il faut faire le pêche, il faut faire des activités champêtres pour lutter contre la faim. Ouais. Ce n'est pas les mines qui vont donner à manger. Les mines peuvent donner des devises quand ça s'est bien passé, puisqu'il y en a aussi des jeunes qui meurent dans les carrés miniers. Il ne faut pas oublier cet aspect. Alors, pour revenir à votre question, à côté donc de ces outils, il y a cette difficulté de voir que, faute d'occupation et une légèreté au niveau de certains services tels que les services qui doivent surveiller au niveau des contrôles, surtout l'économie de notre pays, surtout encourager la production locale, on laisse passer n'importe quelle boisson, ainsi les boissons fortement alcoolisées, à production, à usage d'exportation, puisqu'on voudrait éliminer certaines populations. Les boissons qu'on ne voit pas dans certains pays voisins, on vient les vendre chez nous au pays. Et vous connaissez les concepts Fagiri à Congo. Pas seulement dans le secteur de la boisson, mais aussi dans d'autres secteurs. Vous savez qu'il y a les déchets des poissons qui nous quittent la Tanzanie, qui nous quittent d'autres pays étrangers et qui viennent être commercialisés au Nord Kivu, à Goma, à Bukavu comme à Goma. C'est autant de situations qui pouvaient être gérées si les services qui travaillent à la frontière faisaient bien leur travail. S'il y avait une bonne politique qui pouvait décourager pareilles transactions avec notre pays. Voilà autant de situations, c'est dans lesquelles on trouve justement cette situation de consommation de boissons fortement alcoolisées, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des stupéfiants, donc des drogues. Des drogues, certainement, oui. Et qui font qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train de vieillir avant l'âge. C'est pourquoi chez nous, à la division de la jeunesse, quand on parle de cette question des jeunes, on ne se limite pas à l'aspect âge. Il y a aussi des jeunes en esprit. Oui, l'esprit. Parce que parmi les jeunes en âge, il y a aussi des vieux. Vous comprenez? Des vieux de par leur comportement, de par leur culture, de par leur manière de faire ou de se comporter. C'est là que j'ai toujours dit à ceux qui m'ont toujours écouté, suivi, qu'il faut faire la différence entre les aptitudes et des attitudes. Les attitudes, vous pouvez envoyer quelqu'un apprendre. Dans une école, dans une université ou dans un centre. Dans ce centre, oui. Mais les attitudes, ça, on ne va pas envoyer quelqu'un dans des écoles. Voilà pourquoi dans la vie, au-delà du savoir-faire, du savoir faire, du savoir être, il faut comprendre par là les besoins de bonne manière. Puisque le savoir-être, le savoir-faire va exiger beaucoup plus de la sagesse, de l'éducation d'abord de base, comment est-ce qu'on considère les autres, pour que vous ayez des attitudes beaucoup plus responsables qui incitent à améliorer ou à faire des améliorations personnelles. Voilà ce que je pense. Mais nous pensons que cela ne peut pas être l'excuse à ne pas impliquer les jeunes dans les stades. Certainement, oui. Voilà, alors là, directement, je plonge directement dans les fins fonds de notre sujet qui nous a amené jusqu'ici. Heureusement, nous avons réussi cette audience avec vous. En fait, il y a beaucoup, de plus en plus de jeunes que nous avons vus dans des mouvements citoyens, en tout cas des jeunes, mais aujourd'hui qui sont dans la politique. Nous avons vu des jeunes aujourd'hui qui veulent aussi avoir des responsabilités parce qu'ils estiment peut-être qu'ils ont les aptitudes. Mais les problèmes se situent au niveau du leadership. Est-ce que vraiment, dans ces pays, pour avoir un mentor, il y a vraiment un travail à faire? Est-ce qu'il y a un calcul qu'il faut faire? Bon, pour avoir un mentor, le mentorat, c'est vraiment un besoin pour les jeunes parce que les jeunes, de par leur âge, ils ont encore du temps pour apprendre.
ils ont besoin de l'expérience de ceux qui les ont précédés. Mais je vais vous rappeler un fait scientifique. Les sciences politiques disent que le peuple mérite ses dirigeants. Le peuple mérite ses dirigeants. Écoutez, si nous avons un chef de l'État, le chef de l'État actuellement, il n'est pas tombé du ciel. C'est l'un des Congolais. Oui. Si nous avons des ministres, ces ministres ne sont pas tombés du ciel. Ils viennent de notre société. Si nous avons des gouverneurs dans ce pays, ces gouverneurs ne sont pas tombés du ciel. Si nous avons des bourgmestres, des maires, des administrateurs de territoire, des chefs de division et autres, des directeurs d'entreprise, des mandataires publics, ils ne sont pas tombés du ciel. Il est important de savoir que le pays doit investir dans l'éducation. C'est pourquoi vous suivez des gens qui disent que ceux qui veulent tuer une nation, ils commencent par tuer l'éducation et la justice. Très important, ce que je dis. C'est-à-dire, il faut investir dans l'homme le plus jeune. Puisque l'homme le plus jeune, il a son temps devant lui et non derrière lui. Oui, certainement. L'homme le plus jeune, il est changeant, il croit encore au changement. Parce que quand on prend de l'âge à un certain moment, on ne croit plus à certaines choses. Mais un jeune peut croire que vous pouvez pousser le mont Goma et il va se déplacer de là pour se retrouver dans les lacs. Très important, oui. Okay? Et donc, il faut capitaliser ces facultés spécifiques aux jeunes. C'est quand on est jeune qu'on croit à tout cela. Le jeune, il est, à un moment donné, il peut se dépasser de certaines choses, puisqu'il est dans l'étape de l'apprentissage. Il n'a pas besoin de connaître les tribus de X ou de Y pour jouer au foot avec lui. Okay? Oui. Alors que vous savez que l'histoire récente nous prouve que certains de nos aînés nous ont appris à nous discriminer selon nos appartenances. Vous comprenez? Et ça fait à ce que nous ayons des conflits interethniques dans cette région. Bref, je disais qu'il faut investir dans l'homme et le plus jeune. Et pour investir dans l'homme, on doit faire quoi? C'est l'éducation. Aujourd'hui, je salue la politique du président de la République par rapport à la gratuité. La gratuité, oui. Mais à côté de cette gratuité, il faut penser les conditions qui vont avec. C'est-à-dire quoi? On peut bien dire la gratuité, mais penser également à faire ce qu'on appelle les rapprochements géographiques. Oui, vous savez, il y a les rapprochements géographiques qui diffèrent du rapprochement financier. On peut dire la gratuité, mais si l'école est à 10 km de chez moi, est-ce que ça me favorise? Non, il y a plus de faux. Si je dois faire 10 km pour arriver à mon école, je vais y arriver à quelle heure? Et dans quel état d'esprit pour suivre la matière? Donc, on devrait penser aux aspects de proximité des infrastructures scolaires. Ça implique penser à les mettre à des endroits le plus proches des populations. Puisque vous pouvez faire la gratuité, si l'école est plus loin, eh bien, quelqu'un peut justifier qu'il n'a pas mangé la nuit et qu'il n'est pas assez pour arriver à l'école. Ça, c'est le premier aspect. Quand je parle des rapprochements financiers, c'est de s'assurer que les parents qui doivent supporter les enfants dans un degré qui n'est pas, par exemple, pris en charge par la gratuité, est-ce qu'ils ont la possibilité de payer la scolarité des enfants? C'est ça les rapprochements financiers. Donc, pour moi, l'éducation, c'est sur ça que nous devons miser pour changer le mental. Vous savez, moi, je suis chargé non seulement de la jeunesse, mais aussi de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. J'ai du mal à voir les comportements, à changer le comportement parce que l'éducation de base est déjà au rabais. La plupart des parents ont pris vacances de leurs responsabilités vis-à-vis des enfants. C'est comme ça que vous avez dans la plupart des familles le phénomène enfant chef de ménage. Les enfants ont commencé à prendre le rôle des parents puisque c'est eux qui amènent à manger et c'est eux qui imposent leur dictat. Vous avez vu des familles où la fille, c'est elle qui va se débrouiller, donner à manger. En tout cas, ce sont des cas fréquents d'ailleurs ici. Elle devient la reine de la famille, du foyer. Et même ses grands frères n'ont pas un mot à placer par rapport à leur grande sœur. Ou peut-être même leur petite sœur. Si c'est elle qui amène, écoutez, c'est fini. C'est pourquoi nous, les défenseurs des droits humains, nous, les activistes des droits humains, écoutez, nous avons décrié ce phénomène. Voilà, en bref, le premier aspect et le deuxième aspect, c'est la justice.
Il faut partir avec une justice parce que une justice équitable pour tout le monde. Pourquoi? Parce que vous allez voir un Congolais, par exemple, je parle de notre cas, jeter du n'importe quoi sur la chaussée, sur la route, brûler peut-être même des pneus sur la route, que nous avons acquis chèrement, au prix du sang et des vies d'autres activistes qui nous ont déjà précédés. Ah, peut-être la cause est noble, hein, là où les réclamations, la manifestation. Après avoir perdu des vies humaines, d'autres sont peut-être amputés de leurs pieds, de certains organes de leur corps, sont restés handicapés physiques. D'autres qui viennent passer entre les yeux, qui ne peut être renouvelé que 50 à 80 ans après. Vous venez vous brûler. Vous faites du gaspillage. Ouais. Vous gaspillez les biens du contribuable congolais. Ouais. Et ça, c'est une infraction. Je ne sais au nom de quoi quelqu'un, puisqu'il est fâché, il va brûler les pneus sur la chaussée. C'est une infraction. Par des butines. Mais la conséquence, ça sera quoi? C'est la démolition. C'est la destruction. Voilà pourquoi il faut de la justice pour qu'il y ait des sanctions contre quiconque qui enfreint la loi ou quiconque qui pose des actes répressifs. N'est-ce pas? Vous pesez quand même ce que vous dites parce que là, les jeunes sont en train de vous écouter. C'est là qu'ils font ça, bien sûr. Je suis sérieux. Vous pensez que parce qu'on est membre de la société civile, on est dédouané des responsabilités vis-à-vis des infrastructures d'utilité publique? Parce qu'on est des mouvements citoyens, on peut se permettre n'importe quoi. Non. Je veux bien que les gens manifestent, mais dans le strict respect des dispositions légales, dans le respect du bien public, bien communautaire, dans le respect des infrastructures d'intérêt public et même d'intérêt privé, puisque ce n'est pas normal, puisque moi, je me retrouve sur le chemin des manifestants en train de vendre mes cacahuètes, mes avocats, mes manguiers et autres. Et les manifestants vont se permettre de venir renverser mon bassin de cacahuètes. Est-ce que c'est légal? Vous savez, un autre aspect du droit à la manifestation, l'aspect sacré de ces droits, c'est le caractère libre. Lorsqu'une manifestation devient obligatoire, elle n'en est plus une. Une manifestation doit garder son caractère libre. Vous pensez même quand ils disent au consentement. S'il n'y a pas de consentement, ça devient une contrainte. Et là, ce n'est plus une marche normale. Il y a la phrase c'est-à-dire que vous êtes obligé de ne pas ouvrir. Ce sont des menaces. Ce sont des menaces qui viennent justement corroborer ce que j'ai dit. C'est une manière détournée de contraindre tout le monde à suivre cet appel. Alors que, justement, je reviens sur ce que je venais de dire. C'est censé être volontaire. C'est censé être libre. Libre, voilà. C'est-à-dire quoi, en d'autres termes? La liberté de manifester veut que si sur 1000 citoyens de Goma, 50 décident de quitter de gauche vers droite, il faut qu'ils soient libres à le faire en respectant d'autres qui peuvent décider de quitter de droite vers gauche. Si ceux qui quittent de droite vers gauche prennent comme danger ou menace toute personne qui vient du sens contraire, ça devient un problème. Ça perd le caractère sacré de cette liberté de manifester. Ça devient une contrainte. Ça prend le caractère contraignant. Non. Puisque seul le pouvoir public a l'obligation de contraindre ces sujets. Mais les sujets ne peuvent pas faire l'inverse. Est-ce que vous comprenez? Puisque je vais vous dire, le monopole de la violence relève du pouvoir régalien. C'est un domaine réservé à l'État. Je ne parle pas de l'État congolais, c'est général. Là, c'est scientifique. C'est tous les États du monde qui détiennent le monopole de la violence. La répression n'est pas du tout vue de la même manière, c'est une bonne manière. Non, oui, justement. La violence a ses bonnes raisons. On peut faire usage de la violence pour besoin d'intérêt public. Est-ce que vous comprenez? Et il n'y a que l'État qui a cette prérogative-là.
Mais aller jusqu'à faire des représailles, par exemple des représailles ou contre le manifestant, ça c'est une infraction puisque les services spécialisés sont censés encadrer les manifestants. Mais quand est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser la violence? Parce que vous dites qu'ils doivent être encadrés. Mais d'une autre part... Quand est-ce que le pouvoir public fait usage de la violence? C'est lorsque, dans l'exercice de son travail, par exemple dans l'encadrement des manifestants, il se trouve qu'il y a un groupe extrémiste qui a tendance de poser des actes répressifs. L'État a le devoir de faire des avertissements qui aboutissent par des sommations. Ok? Il faut des gaz et tout. Et quand il y a des sommations, il y a finalement usage de la violence. C'est-à-dire contraindre les gens à respecter la loi. La loi, oui. Puisque, justement, le trouble à l'ordre public, lorsqu'il est menacé, l'État a l'obligation d'intervenir. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas parce qu'un groupe de gens décide de manifester qu'il va empêcher au reste de la population de faire ce qu'ils ont aussi à faire. Puisque pendant que vous décidez, par exemple, d'aller quelque part manifester, si ça coïncide le même jour, moi, j'ai rendez-vous avec mon médecin dans le sens contraire. Et vous allez me contraindre à bord de ma voiture quand je vais vers mon médecin à l'hôpital. Et vous allez me contraindre de retourner ou de rester chez moi. C'est un peu compliqué maintenant dans ce sens-là. C'est compliqué, vous comprenez? Non, ça veut dire qu'il y a de bonnes raisons qui peuvent faire à ce que certaines personnes n'adhèrent pas à une marche. Je peux même vouloir marcher. Mais s'il se trouve que cette marche coïncide avec un rendez-vous encore un peu plus important, quand il s'agit par exemple de ma santé, est-ce que je vais être obligé d'aller à la marche? Non. Entre nous. Est-ce que ce n'est pas légitime d'aller se faire soigner? Ok? Donc, allez-y comprendre qu'il y a de quoi. Voilà pourquoi il faut mettre la raison au-dessus de la passion dans tout ce qu'on fait. C'est très souvent quand on met la passion, l'émotion au-dessus de la raison qu'on tombe dans pareille situation. Certainement. Mais si on met de la raison dans ce qu'on fait, à un moment donné, on peut même apprécier certaines choses et laisser les gens vaquer à leurs occupations tout en faisant leurs manifestations. Puisqu'attention, le droit à la manifestation n'exige pas le nombre. Quand vous lisez cette loi, elle ne vous dira jamais qu'une manifestation n'est manifestation que lorsque vous avez atteint tel nombre de manifestants. Même un individu a le droit de manifester. Vous connaissez le cas d'un professeur de l'ISP Bukavu qui a manifesté seul dans son institution avec son grand badge. Avec son message. C'était une manifestation. Et il a fait une manifestation seul. Il n'a empêché personne. Les activités académiques se sont bien déroulées, oui. Mais le mal pour nous, c'est quoi? C'est que nous voulons, lorsque nous avons une cause, nous voulons contraindre tout le monde à adhérer. Ah non! Non! Faites-le, ça reste légitime et valable. Et tu vas trouver gain de cause. Mais de là aller jusqu'à obliger tout le monde, c'est là que ça devient un problème. Ça, c'est une matière que je donne pour le besoin de l'initiation à la... Vous avez dit, ils ont les droits de manifester. C'était une parenthèse, bien sûr, d'un autre sujet, mais qui est très importante en tout cas. Pour conclure un peu cette page ici, avant de poursuivre avec ce que les mentorats tels que nous sommes en train de parler, est-ce que il faut organiser quelque part de séances avec ces mouvements citoyens pour essayer un peu ça rentre dans les cadres réellement de l'éducation, parce que vous avez dit l'éducation, la justice et tout, mais est-ce que de votre part, ne trouvez-vous pas vraiment une part de responsabilité du dérapage qui sévit dans les manifestations? Bon, écoutez, je pense que de ce côté, moi, je n'ai même pas de soucis à me faire. Je peux vous dire que la plupart des acteurs dans les organisations de la société civile, comme dans les mouvements citoyens, en tout cas de toutes sortes que nous avons, je sais que s'il y a des gens dans ces pays ou dans cette province, comme dans cette ville, qui ont déjà eu à bénéficier des renforcements des capacités, que ce soit en matière de gouvernance, que ce soit en matière de citoyenneté, que ce soit en matière de redevabilité, que ce soit en matière de plusieurs autres domaines, ce sont eux. Ce sont eux.
Le mal aussi, c'est que nous avons évolué dans une société où on a érigé le populisme comme modèle. Le populisme, alors que vous le savez très bien, et ça, je ne sais qui peut me contredire. Vous savez que tout ce qui finit par isme n'a jamais été une qualité. N'est-ce pas? C'est dans cet ordre que je range le populisme. Oui. Nous avons eu affaire à des aînés qui, faute ou par manque d'arguments, n'est-ce pas? Oui. Ils ont utilisé des courts mots pour inciter la population à adhérer à son idée ou pas, ou à rejeter l'idée d'une autre personne. Oui. Le populisme. Du coup, les gens qui nous ont précédés ont développé cela. Et vous savez que la population aime des courts mots. Ouais. Et même les acteurs de la société civile sont tombés dedans. Et même quand ils ont quitté la société civile pour entrer dans la politique, ils ont poursuivi avec cette même politique. Ouais. C'est une stratégie qui a donné de la santé à certains acteurs politiques et tout le monde veut l'utiliser. Donc, ça devient un problème, mais je peux vous dire qu'à ce sujet, quand j'ai commencé l'idée, je vous ai dit que le peuple mérite ses dirigeants. Ouais. C'est-à-dire, si on élève le niveau de la population, ouais, on va aussi élever les débats. Parce qu'on aura une population beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis de ceux qui prétendent la représenter. Oui. Et ils sauront quelles sont les bonnes questions à leur poser. Ouais. Ils comprendront que celui qui vient avec des biens matériels ou des devises, il n'a pas un discours, il n'a donc pas une vision ni des actions concrètes à poser en sa faveur. Du coup, on ne peut pas avoir des indicateurs avec celui-là. Donc, c'est là que je voudrais que notre pays travaille. C'est là que nous devons tous travailler, vous, journalistes, moi, chef de division, d'autres acteurs de la société civile, d'autres leaders des mouvements citoyens. Nous devons dire les bonnes informations à la population pour qu'elle sache quoi demander à ses représentants à différents niveaux. Aujourd'hui, faute d'avoir investi dans cela dans la population, vous avez une population qui sait que les jours des élections, elle doit voter pour quelqu'un qui a des t-shirts, qui a des képis, qui a amené du sel, du sucre, de la farine, Et pourquoi ça ne change pas? Même nous avons parlé de ça, mais ça n'a pas changé au cours de ces élections. Ça n'a pas changé pour une bonne simple raison. Je vous ai dit au départ que nous sommes un pays pauvre. Regardez les conditions sociales dans lesquelles nous vivons. Ouais. Quelqu'un qui ne sait pas nouer les deux bouts du mois, comment vous pensez qu'il va se comporter lorsqu'il apprend que pour aller accueillir une personnalité à l'aéroport, on met à votre disposition des fourceaux, des bus, et en plus, on va vous donner 1000 francs. La moindre des choses, c'est de dire, si je reste chez moi toute la journée, je n'aurai même pas ces 1000 francs. C'est déplorable. Aller dedans. Aïe, 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 aïe. Alors, dans cet environnement où vous avez la porosité, je m'excuse un peu, au niveau des frontières, où vous avez cette facilité de fraude, les gens vous importent des boissons fortement alcoolisées, oui, et se mettent à commercialiser dans la ville ici. Vous avez des bouteilles, les 8 pandés qu'on est en train de servir aux Atalacs, vous voyez les taximens de bus. En plein service. Oui. Comment ils se comportent sur la route. Hein? Ils stationnent n'importe où, ils ne respectent pas les codes de la route. Et, du coup, c'est dans ce contexte-là, quelqu'un sans boulot, avec les 8 pandés, ou des chanvres, ou d'autres drogues que vous connaissez dans cette ville, du coup, il se jette à l'eau. Il se jette à l'eau. C'est à nous, parents, j'espère qu'il y a des parents qui me suivent, de jouer notre rôle, de donner la bonne éducation des gens en famille. C'est aux enseignants, à l'école, de faire bien leur travail, de ne pas attendre d'être corrompus par les élèves, puisqu'il y en a qui le font, de rester rigoureux pour s'assurer qu'ils équipent sur le plan scientifique et mental les élèves ou les étudiants, ça dépend des niveaux. Question de nous assurer que nous sommes en train de construire un Congolais à part entière, capable de prendre la destinée du pays en main. Puisque, à défaut, nous allons partir
de cycle électoral en cycle électoral avec les mêmes faits et les mêmes résultats. C'est ça ce que moi je peux vous dire. Et les politiciens les plus, en tout cas, verrés, très souvent, il y en a qui prennent le temps d'étudier notre comportement. Il y en a qui peuvent se perdre pendant 4 ans. Et c'est à la dernière année qu'ils viennent commencer à poser des actions. Mais vous ne les voyez jamais pendant les périodes de vacances parlementaires. Oui, mais ils Il n'étaient fait pas là. des économies pendant 4 ans, il s'occupe de lui et de sa famille, surtout que vous connaissez ce qui se passe. Aujourd'hui, cette loi sur la loi électorale telle que c'est prévu là, quelqu'un peut